Bonjour et bienvenue, je suis Luana Vigneron, responsable de l'activité conseil en gouvernance, risque et conformité chez Isrim. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne 15 000 organisations en France et plus de 160 000 en Europe, la directive NIS2. Avec cette directive, l'Union européenne vise à renforcer les exigences de cybersécurité pour répondre à l'ampleur systémique du risque cyber. Nous allons consacrer 15 minutes à ce sujet pour vous partager quelques conseils pratiques et surtout des retours d'expérience au terrain. Et pour faire ça, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée d'un consultant expert avec lequel j'ai la chance de travailler au quotidien. Il accompagne depuis 2024 les clients de Isrim sur des sujets liés à la conformité, dont NIS2, mais pas que. Bonjour Elia Mani. Bonjour Luana, ravi d'être ici avec toi. Pour commencer, je te propose de te présenter rapidement et de nous expliquer en quoi consiste ton rôle et tes missions chez les clients. Oui, bien sûr. Je suis Elia Mani Hamedi. J'ai 20 ans d'expérience en cybersécurité et plus particulièrement dans la sécurisation des infrastructures critiques. Donc, j'ai accompagné principalement les grands groupes en France, à l'international, dans des secteurs d'activité, en tout cas dans des secteurs stratégiques, tels que l'énergie, les transports ou les administrations régaliennes. Cette expertise, en tout cas opérationnelle, me permet aujourd'hui de conseiller plus globalement les entreprises et surtout aujourd'hui les ETI et les PME dans la protection de leur système d'information tout simplement. À côté de ça, je suis formateur, j'accompagne les entreprises et notamment autour des offres de formation de Isrim à faire en sorte de donner un bagage cybersécurité plus structurant et plus important dans les entreprises. À côté de ça, en dernier point, ce que je peux préciser, c'est j'ai un rôle souvent dans mes missions, un rôle de RSSI externalisé, où les entreprises en tout cas me demandent de les accompagner à structurer leur stratégie cybersécurité et à les accompagner à mettre en place une gouvernance, une feuille de route sécurité. Donc aujourd'hui, dans le cadre de NIS2, j'accompagne aujourd'hui les clients de Isrim dans cette structuration de gouvernance cyber, dans finalement l'élévation de leur niveau de maturité et sur des sujets de mise en conformité. Donc ça suivra son cours dans les prochains mois, voire les prochaines années. Est-ce que tu pourrais rappeler rapidement ce qu'est la directive NIS2 et pourquoi elle est devenue un sujet si important? Alors la directive NIS2, c'est une évolution de la première directive NIS qui a été adoptée en 2016 et son objectif de base était de renforcer le niveau de cybersécurité au sein de l'Union européenne. La grande différence avec la première version, c'est que NIS2 élargit fortement le nombre d'organisations concernées. Elle va imposer aussi des exigences beaucoup plus structurées, beaucoup plus pragmatiques, notamment autour de la gestion des risques, de la gouvernance, on en a parlé un petit peu, la gestion des incidents, avec un axe autour des obligations de notification. On en parlera, si tu veux, un peu plus tard. La sécurisation de la chaîne d'approvisionnement, avec le risque lié aux sous-traitants qui devient de plus en plus prégnant. Et enfin, un élément très important qui est la responsabilité des dirigeants d'entreprise face aux enjeux cybersécurité et du coup d'inclure dans la stratégie des entreprises ces aspects cyber. Donc concrètement, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas, on va dire, concernées auparavant, vont désormais devoir en tout cas se structurer et maîtriser ces sujets. Et aujourd'hui, on en est où concrètement avec la mise en place de cette directive en France? Alors la directive devait être transposée, en tout cas dans la législation nationale des États membres de l'Union européenne, avant octobre 2024. Il y a certains pays, dont la France, qui ont avancé mais pas finalisé cette transposition. Donc là, en France, du coup, elle est en cours. Mais dans tous les cas, les grandes lignes ont déjà été définies. Donc il y a déjà un certain nombre d'aspects, les thématiques sur lesquelles on peut se reposer et déjà travailler. Donc aujourd'hui, pour les entreprises,
message est assez clair. Faut pas s'attendre, faut pas attendre les derniers textes, faut pas attendre la sortie des exigences précises pour commencer à se préparer. L'organisation qui anticipe ont généralement plus de facilité à structurer leur démarche. Et bien sûr, avant de parler conformité, ce que je conseille moi, c'est de commencer à travailler, de mettre en place les briques de base de la cybersécurité. Et d'ailleurs, on a la chance chez Sysrim, en fait, de commencer à travailler sur ces briques avec nos clients. Donc, on les accompagne, comme tu le sais, sur des sujets de structuration, de mise en place de leur gouvernance SI, sur des sujets NIS2, de RA et pas que. Et finalement, toi, Eliamani, tu es acteur de ces sujets-là, tu es en première ligne. Donc, tu suis ces projets au quotidien. Oui. Est-ce que tu peux nous partager quelques informations utiles? Par exemple, quand une entreprise commence à se préparer à NIS2, par quoi elle doit commencer? Alors, la première étape est toujours à peu près la même, c'est comprendre son niveau de maturité actuel. Donc, savoir finalement où se situe l'entreprise. Dans ce cas, on réalise généralement un audit ou un diagnostic pour comparer finalement les pratiques de l'entreprise par rapport aux différentes thématiques de sécurité, en l'occurrence, directive de NIS2. Ensuite, il s'agit vraiment d'identifier les écarts, donc vraiment faire une analyse d'écart, ce qui va derrière permettre de construire une feuille de route de mise en conformité avec des actions priorisées concrètes. C'est important. Donc ces actions priorisées concrètes, autour des thématiques qu'on a déjà abordées tout à l'heure, la gouvernance, la gestion des risques, la gestion des incidents par exemple. Et tu accompagnes finalement beaucoup d'organisations sur ces sujets, des grosses PME, des ETI. Quel niveau de maturité tu observes en fait dans les organisations? Alors Louana, il y a beaucoup d'hétérogénéité dans cette maîtrise en tous les cas et dans ce niveau de maturité. Globalement, les grandes organisations, les grands groupes, ils ont déjà en place une gouvernance cybersécurité structurée. Ils ont aussi, la majorité du temps, aussi des mesures ou des solutions de sécurité bien abouties et déjà paramétrées. Comment elles en sont arrivées là? Au-delà de NIS2, il y a un certain nombre d'autres, on va dire, éléments, obligations réglementaires qui, leur sont imposées, pour certaines en tous les cas. On peut parler par exemple de la loi de programmation militaire, où un certain nombre d'opérateurs qu'on appelle d'importance vitale, donc un certain nombre d'entreprises, ont déjà mis en place un certain nombre, en tous les cas, de ces thématiques de sécurité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et surtout, tu parles des ETI et des PME, où on observe quand même aujourd'hui beaucoup de lacunes. Et on le voit au quotidien, dans l'actualité. Donc la recrudescence d'attaques informatiques avec des vraies capacités, en tout cas pour les attaquants, de voler un certain nombre d'informations, de données, ou de perturber du coup les systèmes. Il y a beaucoup de lacunes, mais est-ce que finalement ça veut dire que quand tu démarres une mission, tu as l'impression que l'entreprise commence un peu à zéro dans la structuration de tout ça, ou de l'implémentation de la sécurité? Alors, pas vraiment, et c'est là que je pense que c'est assez intéressant. Dans beaucoup de cas, en fait, les entreprises ont déjà mis en place un certain nombre de pratiques de sécurité, mais elles s'en rendent pas vraiment compte. Pourquoi? Parce que finalement, ces pratiques de sécurité sont souvent fragmentées ou pas formalisées. Par exemple, les entreprises ont peut-être et ont sûrement déjà en place des procédures de gestion des accès, des procédures de sauvegarde régulières, des outils de supervision. Et donc, une place importante du travail consiste d'abord à avoir finalement cette vision d'ensemble, donc cette vision holistique, et de finalement remettre tout ça au centre pour comprendre un peu comment l'entreprise gère ces différentes, on va dire, pratiques de sécurité, et homogénéiser tout ça pour les rendre visibles et compréhensibles par tous.
Donc finalement, après cette première étape, après avoir eu cette photo à date de l'entreprise et de son organisation, tu repères des petites briques et cela permet d'avancer plus vite. Alors oui, tout à fait. Une fois que l'on a cette vision d'ensemble, je parle de vision holistique, de vision globale, on peut identifier ce qu'on appelle des gains rapides. En anglais, on appelle ça des quick wins. Ce sont des actions relativement simples à mettre en place et qui permettent d'augmenter assez rapidement le niveau de maturité cybersécurité de l'entreprise. Je parlais tout à l'heure d'un certain nombre de procédures déjà existantes. Ça peut aussi se mettre en place sous forme de pratiques de sensibilisation pour les collaborateurs. Donc toutes ces petites actions, et en mettant bout à bout toutes les actions qui sont déjà en place dans l'entreprise, on arrive déjà à avoir une démarche et des pratiques de sécurité déjà assez intéressantes. Donc finalement, on avance, on peut le dire, étape par étape. Oui, c'est vraiment la logique d'une progression, une logique progressive. On peut avoir, comme si on doit comparer, on peut trouver une métaphore, on pourrait comparer ça à monter un certain nombre de marches d'un escalier. Au début, on est dans les premières marches, et au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre maturité, on va monter progressivement les marches de l'escalier jusqu'à obtenir finalement une maturité cybersécurité, on va dire, élevée. Et ce qui est intéressant finalement, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que cette démarche ne sert pas uniquement à répondre à des exigences de conformité. On parle de sujets très structurants et de comment la cybersécurité rentre dans la stratégie d'une organisation. Oui, exactement. L'objectif ici, de ce qu'on vient de se dire, c'est pas seulement nécessairement être conforme à NIS2. C'est surtout de renforcer durablement la résilience de l'organisation face aux cybermenaces. La notion de conformité, elle devient finalement une conséquence naturelle de ces démarches, on va dire, structurées. Okay ? On a parlé tout à l'heure d'approche holistique, on est vraiment dans ce cas de figure. On va bâtir cette approche holistique qui ensuite, en conséquence, va nous permettre de répondre aux différentes exigences de NIS2. Et quelles sont les principales difficultés rencontrées par les organisations sur ce type de chantier-là, qui restent quand même des chantiers complexes à mettre en place? Alors, moi, je les catégorise en trois points. Premièrement, déjà les difficultés organisationnelles. Donc, souvent, quand on va dans les entreprises, on a du mal à savoir qui est responsable de quoi sur ces aspects cybersécurité. On a des équipes techniques, souvent un peu qui travaillent sur différentes solutions. On ne sait pas non plus comment l'ensemble de la sécurité est piloté au niveau de l'entreprise. Et enfin, les aspects budgétaires et l'allocation du coup des budgets cybersécurité est pas toujours clair. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie sont plutôt les difficultés culturelles. La cybersécurité n'est pas toujours perçue comme un sujet stratégique par la direction. Donc ça, c'est un vrai effort, et donc NIS2 va renforcer bien sûr ce point-là, pour que la direction soit complètement impliquée dans la définition d'une stratégie cybersécurité. Et dernière catégorie, les difficultés techniques liées essentiellement à la complexité des systèmes d'information et à un manque de visibilité sur les actifs essentiels informatiques. Il faut savoir que l'important, c'est pas de mettre ceinture, bretter les parachutes et de faire de la sécurité à 100%, mais plutôt de sécuriser les actifs critiques, les actifs essentiels de l'entreprise. Et concrètement, une fois les bonnes pratiques, on va dire les gènes de base mis en place, quels sont les éléments pour avancer efficacement en fait vers la conformité? Alors là-dessus, la premier point, la première erreur, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de penser que NIS2 c'est uniquement un sujet technique. En réalité, et on en a parlé en préambule, lorsque tu m'as posé tes premières questions, c'est plutôt d'abord un sujet de gouvernance et un sujet de gestion des risques. De gouvernance au sens d'identifier les acteurs responsables et un sujet de gestion des risques au sens identifier ces actifs critiques et quels sont les risques qui pèsent sur l'entreprise et qu'est-ce que je dois réellement protéger.
Le deuxième point, en tous les cas, ce serait de déployer des mesures de sécurité sans véritable priorisation. On peut le voir, je l'ai vu à plusieurs reprises, on déploie des solutions de sécurité, mais sans nécessairement les maîtriser complètement. Faute d'une cartographie des risques et d'une capacité à se dire, je choisis une solution pour couvrir un risque donné. Et le dernier point, ou la troisième erreur à ne pas commettre, j'ai envie de dire, c'est de ne pas impliquer, bien sûr, suffisamment la direction. On en parlait tout à l'heure, et c'est un des aspects importants de NIS 2, c'est finalement faire en sorte que on puisse responsabiliser directement les dirigeants face à des problématiques de cybersécurité dans l'entreprise. On disait tout à l'heure, tu assures aussi le rôle des RSSI externes pour des clients de Sisrim. Donc finalement, dans tout ça, dans NIS 2, quel est le rôle d'un RSSI par exemple? Alors, le rôle du RSSI, il est absolument central dans NIS 2. Et comme tu l'as bien décrit, donc dans les différentes missions dans lesquelles j'accompagne les clients, je peux avoir ce rôle de RSSI externalisé. Et l'important en tous les cas, et ce qu'on me demande de faire, c'est de structurer la stratégie cybersécurité. Donc principalement organiser et savoir comment on pilote la gestion des risques dans l'entreprise, comment on coordonne les différents acteurs de l'organisation et identifier les assets essentiels et critiques de l'entreprise à sécuriser. Ça, c'est l'aspect, on va dire, assez classique d'un rôle de RSSI externalisé. Et dans le contexte de NIS 2, ce rôle de RSSI, il devient encore plus stratégique, car il doit aussi accompagner la direction dans la compréhension des enjeux. Donc, ça veut dire que la cybersécurité doit être aussi intégrée dans les réflexions business de l'entreprise, et savoir comment, à un moment donné, un risque cyber pourrait perturber, d'une manière ou d'une autre, le business d'une entreprise. Et on parle beaucoup, effectivement, de gouvernance, de technologie. Tout à l'heure, tu as cité les acteurs, en fait, les acteurs de l'entreprise. Quel rôle a le facteur humain dans tout ça? Pourquoi la formation, par exemple, elle est si importante dans la cybersécurité et dans NIS 2? Alors, le facteur humain, c'est en général la première porte d'entrée dans le cas d'une attaque informatique. On peut parler de phishing, lorsque vous recevez un mail malveillant avec potentiellement un malware dans une pièce jointe attachée au mail. Ça peut être effectivement un certain nombre d'erreurs de manipulation, au-delà d'avoir des attaquants au sein d'un système d'information. Il suffit qu'un certain nombre de collaborateurs dans le SI font des mauvaises manipulations. Ça peut induire un certain nombre d'incidents de sécurité qui auraient pu être évités si on avait fait davantage de sensibilisation en interne. Donc, pour moi, une organisation réellement mature en cybersécurité, c'est une organisation où les collaborateurs comprennent les risques et adoptent les bons réflexes, bien sûr. Et si on regarde ces dernières années, on remarque que la sensibilisation cybersécurité telle qu'on l'a réalisée, elle n'a pas toujours produit les effets attendus. Souvent parce qu'elle était abordée de manière trop théorique ou ponctuelle, une formation e-learning une fois par an, quelques affiches qu'on a collées sur les murs de l'entreprise, une campagne de communication, mais sans véritable démarche continue. Parfois aussi parce que les messages ils n'étaient pas suffisamment adaptés au métier, pas contextualisés, ou au quotidien, on va dire, des collaborateurs de l'entreprise. Résultat, les équipes, ils ont du mal à se sentir concernés. Aujourd'hui, les entreprises, en tout cas les organisations plus matures, elles ont changé d'approche, elles ont compris ça. Et elles intègrent maintenant cette sensibilisation dans la durée, avec des formats plutôt concrets, des mises en situation principalement, avec des simulations de phishing, et surtout l'intégration d'une vraie culture cybersécurité pour l'ensemble de l'organisation de l'entreprise.
Oui, donc tu parles vraiment de culture cybersécurité diffusée au sein de l'entreprise. Tu parles de sensibilisation, de formation. Et la formation, alors, n'est pas que une simple obligation réglementaire. Oui, alors, j'ai beaucoup parlé de sensibilisation, Louana. Merci de préciser ce point-là. NIS 2 impose des actions de sensibilisation et de formation, bien sûr. Mais au-delà de la conformité, c'est aussi un levier puissant pour moi pour développer la culture cybersécurité au sein de l'entreprise. Alors, au-delà de la simple sensibilisation et formation, ce qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment la notion de valorisation des compétences internes et cette notion de réduire de manière significative le nombre d'incidents. Et à mon sens, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez peu structuré dans beaucoup d'organisations. C'est cette mise en place de véritables parcours de montée en compétences dans les entreprises. J'ai été amené à discuter avec beaucoup de directions des ressources humaines sur le sujet. On parle beaucoup de recrutement, de profils cyber, on parle de pénurie de profils seniors, mais on parle moins finalement de l'existence ou de l'utilisation du potentiel interne dans l'entreprise. Il y a déjà des collaborateurs qui sont présents et ils ont déjà des compétences IT. Ça serait quelque chose d'intéressant de bâtir des parcours pour que on puisse faire monter ces compétences-là et faire du coup monter les compétences cybersécurité au sein de l'entreprise. Et donc c'est là la formation devient intéressante. Mettre en place des parcours de formation et d'évolution professionnelle autour de la cybersécurité dans l'entreprise, ça va permettre réellement de renforcer ses compétences internes et de répondre à la pénurie, de mon point de vue, des talents que l'on observe dans ce domaine aujourd'hui. Tu touches à un sujet assez important parce que finalement ça doit être assez compliqué pour une direction RH de se repérer au milieu de cette multitude de formations. Finalement, bon, une RH dans les organisations, surtout OTI et PME, a un volet assez large de compétences à maîtriser. Donc, si on rajoute la couche cybersécurité à tout ça, ça peut devenir facilement complexe. Si tu devais, et je sais qu'on le fait déjà ensemble, mais si tu devais proposer un parcours de formation typique, des compétences clés à une RH, qu'est-ce que tu proposerais? Alors, je commencerai déjà par tout ce qui est donc programme finalement qui va permettre de faire monter les connaissances, la culture sécurité auprès des collaborateurs, des salariés d'une entreprise. Donc, ces programmes de sensibilisation dont je parlais tout à l'heure, c'est un élément clé, que doivent prendre en compte, en tout cas, ces directions de ressources humaines. Ensuite, ce qui est aussi important d'avoir, c'est les formations autour de la gestion des incidents. Parce que ça va être un enjeu clé, notamment dans le cadre de NIS 2, d'avoir cette capacité de détection et cette capacité de réaction, de réponse à incidents. Donc former les personnes qui vont travailler autour de ces gestions d'incidents, ça va être effectivement quelque chose d'essentiel. Donc plus on va avoir cette capacité de réponse rapide, plus on va réussir à cadrer, à gérer mieux les incidents de sécurité qui peuvent apparaître. Et je terminerai par deux éléments. La gestion des risques, évidemment, former les dirigeants et un certain nombre de collaborateurs autour de la gestion des risques cybersécurité, c'est un point essentiel. Et avoir ne serait-ce que des sessions de formation dédiées aux dirigeants pour finalement les former et qu'ils puissent comprendre l'ensemble des tenants et des aboutissants d'une gouvernance cybersécurité dans une entreprise, c'est quelque chose d'essentiel. Au-delà de ces éléments de formation, on va dire holistique, assez global, bien sûr, ce qui est aussi important, c'est d'avoir des formations beaucoup plus spécialisées. Donc des formations plus techniques pour les équipes IT, pour les équipes sécurité, par exemple la sécurité de l'hébergement dans le cloud,
ou tous les aspects de l'administration sécurisée des systèmes d'information ou des systèmes d'exploitation. Donc, pour faire simple, voilà, tu vas avoir des campagnes finalement de formation assez globales qui pourraient être concernées, on va dire un large panel de collaborateurs dans l'entreprise, pardon, et à la fois finalement des campagnes de formation beaucoup plus ciblées, beaucoup plus précises à une typologie on va dire de collaborateurs plus experts. Pour la montée en compétences, une vraie expertise. Et finalement, la formation constitue vraiment une brique importante de notre accompagnement. Je rappelle que CISRIM, d'ailleurs, est organisme de formation. Et tout à l'heure, on parlait de la gestion du risque. C'est un volet important de NIS 2 notamment. On propose des formations ISO 27005 et de la méthode Risk Manager. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et implémenter un système de management de leur SI, on propose l'ISO 27001 Lead Implémenteur, ou encore, pour rester dans des thématiques d'actualité, donc mise de Lead Implémenteur, ou encore pour le secteur financier, DORA Lead Manager. Donc on a quand même un catalogue assez large. Nous arrivons à la fin de ce temps d'échange. Si on devait retenir une chose, c'est donc que NIS 2 ne doit pas être vu comme une contrainte réglementaire, mais il devient plutôt un enjeu stratégique, une opportunité pour les entreprises de structurer durablement leur cybersécurité. Certaines entreprises, d'ailleurs, que nous avons la chance d'accompagner, le font déjà. Ils sont déjà en ordre de marche. Je vous rappelle d'ailleurs que l'ANSSI a ouvert fin 2025 un dispositif de préenregistrement à destination des entreprises assujetties à NIS 2. Donc merci beaucoup Eliamani de nous avoir accompagnés dans cet épisode et de nous avoir éclairés. Merci à toi Luana. Avant de vous quitter, je voulais aussi vous dire que l'équipe CISRIM sera présente au salon InCyber de Lille le 31 mars avec un CTF. Nous allons être sur notre stand du 31 mars au 1er avril. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir pour échanger avec nos experts. Et à très bientôt pour un prochain épisode consacré aux enjeux de la cybersécurité.